Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Joseph Massescaron et de Victor Hérault, on va parler de ce coup de gueule, et c'est plus qu'un coup de gueule, puisque c'est un cri, c'est un appel de l'écrivain Alexandre Jardin qui dénonce une loi de ségrégation sociale en parlant des ZFE, les zones à faible émission qui ont lieu pas seulement à Paris mais dans énormément de villes de France et qui interdisent à certaines voitures et notamment à celles équipées de la vignette 3, 4 et 5 d'entrée tout simplement. Ça fait quand même beaucoup de monde. On a, je crois, calculé 12 millions de voitures qui sont équipées de la vignette 3. Écoutez ce matin Alexandre Jardin sur Europe 1 au micro de Dimitri Pavlenko. C'est la plus grande loi de ségrégation sociale qu'on ait jamais imaginée. Anti-jeunes, anti-pauvres, anti-chômeurs, anti-retraités. Il y a une étude d'impact qui est bâclée, qui fait moins d'une page, où il n'est dit nulle part que ça concerne actuellement 12 millions de véhicules, soit plus de 20 millions de Français qui sont en train de nous écouter. Dès qu'on se met à opérer un tri, on se met à opérer un tri d'êtres humains. Ça veut dire que c'est la fin de la logique républicaine. La République, c'est l'inclusion de tous. Le silence des syndicats est une honte. Le silence global de l'ensemble des partis qui ont trempé là-dedans est une honte. La vérité, c'est qu'ils ont fait une énorme connerie et qu'aujourd'hui, ils ne savent plus comment rétropédaler. Oui. Et que dès que les PV vont tomber, il y aura tout simplement une révolution. Voilà donc le cri tout à fait fondé d'Alexandre Jardin, enfin en tout cas en ce qui concerne le nombre de voitures. Il dit 12 millions de voitures, ça fait 20 millions de personnes concernées, ça fait un tiers des Français, Victor Hérault. Mais Alexandre Jardin a parfaitement raison aussi de rappeler que c'est une prise d'otage de l'écologie, dans le sens où ça n'a absolument rien d'écologique. Il rappelle que l'étude d'impact qui justifie cette décision est extrêmement courte. Autrement dit, les écologistes pèsent le pour, ils ne pèsent pas du tout le contre. Ils sont là pour imposer ce qu'il semble être juste. Je pense qu'ils cherchent sûrement un prétexte pour tout simplement en fait se débarrasser de toutes les voitures dans l'espace de la ville. C'est ce qu'on voit en tous les cas depuis toutes ces dernières années. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'au début, le parking était gratuit pour les hybrides. Voilà. Ensuite, il a été gratuit pour les électriques. Et puis maintenant, il n'y a plus de bonus, ou en tout cas, il est en train d'être rogné pour les voitures électriques. Et on a bien compris que l'idée au bout du bout, c'est de marcher à pied ou de rouler à vélo. Et c'est de rendre la vie infernale aux automobilistes. On a même des élus parisiens qui ont dit aux artisans qui viennent avec leurs petites camionnettes pour des travaux de plomberie ou de serrurerie ou de quoi que ce soit, en disant vous allez passer au vélo cargo. Voilà. Non mais on ne prend pas du tout en compte les réalités des familles, des travailleurs, etc. Ce sont des choses décidées par des écologistes qui n'ont jamais cultivé une tomate de leur vie. Enfin, je veux dire, c'est complètement absurde de le penser comme ça. Ils ne voient pas non plus, pardonnez-moi, ça compte, moi je le mets dans la balance, mais la valeur sentimentale que peut avoir une ancienne voiture. Moi, c'est votre cas ? Oui, tout à fait. J'ai hérité de la voiture de mon père et je serais très heureux de pouvoir la conduire dans Paris. Et je trouve que je pense pas être le seul dans mon cas, et je sais que c'est un argument peut-être minime par rapport à d'autres. Mais cette voiture a énormément de valeur à mes yeux. Mais au-delà de ça, c'est une question de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voitures coûtent tellement cher. Et je recevais le ministre de l'Industrie hier dans le grand rendez-vous. Il en convient. Les voitures sont extrêmement chères. Les gens n'ont pas les moyens de changer de voiture. Mais les gens qui décident ce genre de choses ne se rendent pas compte du manque de moyens des personnes à qui vont s'appliquer ces règles-là. Mais c'est pas qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils s'en fichent. Et ils s'en fichent. S'ils ne s'en rendent pas compte, c'est qu'ils s'en fichent. Si l'étude d'impact ne mentionne pas tout ça, c'est effectivement qu'ils s'en fichent. C'est la première chose à aller vérifier. Joseph Massescaron, qui a l'air bien silencieux. Non, mais j'attends. Non, je trouve que Monsieur Jardin a raison. Ça fait, d'ailleurs, il commence à engranger des soutiens notables, notamment parmi les maires. Hein, il y a pas mal de maires aujourd'hui, comme le maire d'Orléans par exemple, qui refusent en tout cas de se plier à cette... Ou le maire de Montpellier. Ou le maire de Montpellier qui refuse de se plier à cette injonction. Et alors là, gauche, droite, de toute manière confondue. Hein. Donc, je trouve que cette croisade de Monsieur Jardin, qu'il le fait avec beaucoup de talent et beaucoup de verve, est quelque chose qui est extrêmement utile, beaucoup plus utile que ce que peuvent faire nos politiques. Pourquoi ? Parce que avec la ZFE, on met véritablement en place, moi je considère qu'on met véritablement en place une catastrophe sociale. Alors évidemment, quand on parle
de Gueux. Je comprends bien ce qui va être fait, c'est-à-dire l'aspect un peu révolte, révolutionnaire, un peu tout à fait un peu gilet jaune, mais au-delà même de cela, ce qui est déjà en soi un élément bien sûr à prendre en compte, c'est une catastrophe sociale. C'est une catastrophe sociale parce que c'est vraiment quelque chose qui frappe les plus pauvres et d'une manière. Mais et c'est pour ça qu'il parle de Gueux. Oui, bien sûr, et d'une manière systématique. Oui, mais Gueux a un aspect, comment dire, oui, j'entends, mais c'est la lutte des classes, c'est la ségrégation. Mais c'est vraiment, voilà, j'ai même pas de mots pour qualifier cette mesure. Il y a d'ailleurs, grosso modo, je crois, deux formations politiques, de mémoire, je veux pas dire de bêtises, qui ont marqué leur réticence. Il y a à la fois le Rassemblement National et LFI, pour le coup. Voilà, les deux. Donc, c'est plutôt ce bloc auquel Rassemblement National, c'est étonnant puisque effectivement ils sont quand même beaucoup sur le pouvoir d'achat dernièrement, sur oui, quand vous interrogez les responsables nationaux du Rassemblement National, Marine Le Pen a fait sa dernière présidentielle beaucoup sur le pouvoir d'achat. D'accord. Jordan Bardella, et pas que sur le pouvoir d'achat. Jordan Bardella a parlé du diesel, qu'il fallait rétablir les voitures diesel, ce qui est en train de se passer chez Peugeot Citroën. Il y a une reculade, il y a des villes allemandes qui suppriment les ZFE, justement. Il y a mais de plus en il y a plus. Madame van der Leyen que vous aimez tant, qui a décidé de ne plus mettre d'amende aux constructeurs pour des histoires de CO2, en tout cas de ne plus faire ça par an mais tous les 3 ans, donc ça donne un délai supplémentaire pour les constructeurs automobiles. Il y a une petite voiture qui est assez populaire, qui est la Fiat 500, qui n'est produite qu'en électrique. Bon, Stellantis s'est rendu compte qu'ils en vendaient pas assez. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? Elle va être proposée en moteur thermique. Donc on revient en fait. Il y a eu ce fameux Fit for 55 en disant voilà, en 2035 il y aura plus que des voitures électriques parce qu'on n'y arrivera jamais pour sauver la planète. En fait, on est en train de reculer là-dessus. Enfin, mais on revient en permanence à peu près sur tout. C'est-à-dire cette Union européenne, on décide en fait. On ne crée rien dans cette Union européenne, à la von der Leyen. On ne crée rien. La particularité, c'est qu'on ne crée rien. On investit là où il ne faut pas investir. On ne crée rien, mais on va réguler et réglementer. Réglementer sur des objets ou des choses ou des comportements que l'on n'a pas créés soi-même. Voilà, ça c'est vraiment, ce sera la marque de fabrique de cette Union européenne. Permettez-moi de vous dire parce que j'étais ça va être lundi confession, mais j'ai été attaché parlementaire de quelqu'un qui est extrêmement pro-européen. À l'époque, c'était Jacques Barrot, qui était le père de Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot devrait d'ailleurs mieux s'inspirer de son père, il me semble. Donc j'étais attaché parlementaire de Jacques Barrot, et en fait, je crois, enfin, cette Europe là, c'est-à-dire cette Europe des fondateurs, a été une Europe mais extrêmement qui a aidé d'ailleurs la France. D'ailleurs, bien sûr, à la fois. Et quand est-ce qu'on a pris le prisme de la bureaucratie? Quand est-ce qu'on a pris le prisme, comme vous dites très justement, de la réglementation? Est-ce que c'est après Maastricht? Ça a été. Oui, je pense que ça a été après Maastricht. Oui, vous mettez là le doigt 93. sur le. Oui, c'est bien sûr, c'est le. Pour moi, je crois que c'est la lettre écarlate de l'Europe. C'est la grande faute. Non, mais surtout le fait d'imposer cela sur le dos, la Constitution européenne, sur le dos du peuple français en 2005, alors qu'on avait bien voté non. Enfin, ça c'est. On a fait revoter. C'est comment? On a fait revoter. Oui, mais c'est le moment. On a fait revoter sans voter. Et voilà, exactement. C'est mieux. Non, mais c'est le moment où l'Europe, où l'Union européenne, plutôt, j'aime pas qu'on confonde l'Europe et l'Union européenne, se construit sur le dos des peuples d'Europe. Enfin, voilà. En tous les cas, celui de la France, qui avait bien dit non, clairement non. Mais que d'autres pays, pour en revenir au sujet des ZFE, reviennent en arrière parce que ça ne fonctionne pas. C'est très bien. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que la France a tendance dans ces cas-là, et puis surtout, la France, je pense plutôt Paris, a tendance dans ces cas-là à un attrait pour la fuite en avant. Donc j'ai très peur qu'ils aillent de plus en plus loin vers la marche forcée, vers non, mais vous n'avez pas compris, c'est ce comportement-là qu'il faut adopter. Généralement, c'est ce qui arrive, en effet, ils durcissent. J'ai très peur que les Français durcissent leur position. Le retour des autres pays. Ouais, et c'est là justement la crainte qu'on peut avoir. Merci en tout cas Joseph Massescaron, merci Victor Hérault d'avoir commenté l'actualité avec moi en cette première heure. Une fois n'est pas coutume, une deuxième heure un
un peu spécial pour s'intéresser, faire un vrai coup de projecteur sur la Poste. Qu'est la Poste aujourd'hui? Cette vieille dame de 600 ans, elle évolue, elle bouge. Il faut qu'elle soit rentable et en même temps, il faut qu'elle soit très proche des Français, notamment dans ce qu'on appelle, à mon avis, justement les territoires. 19h56, Nathalie Collin, la directrice générale adjointe de la Poste, sera avec moi dans un instant après le journal de 20h. À tout de suite sur Europe 1.